Question. Notre invité ce matin, il faut le rappeler, M. Aboubacar Bigop Kaba, responsable de la communication digitale du parti PADES, le parti de M. Ousmane, Dr Ousmane Kaba, il faut le rappeler. Avec lui, nous allons dans un instant parler de l'actualité géopolitique, notamment de la conduite de la transition et des derniers développements, surtout de l'actualité. Entre autres, on s'intéressera à cette question qui fâche. Qu'est-ce qui se passe entre Dr Ousmane Kaba et Aluseni Makane Akake, l'ancien président du mouvement d'Imbori? Notre invité est avec nous ce matin. Bonjour, M. Kaba, bienvenue. Bonjour, mon cher Din, bonjour, M. Bangoura, et bonjour aux techniciens. Ça fait plaisir de vous retrouver après 10 mois. C'est un immense plaisir aussi de te recevoir. Parce que tu as vraiment calculé le timing, franchement. Oui, 10 mois après. Il a calculé. Le 26 janvier passé, un jeudi, j'étais avec vous. Aujourd'hui, on est le 22 novembre, pratiquement, ça fait 10 mois. 22 novembre, c'est aussi une date importante pour la Guinée. Ça fait 53 ans maintenant, depuis l'agression portugaise. Exactement, nous avons encore des mauvais souvenirs de cette agression, dont notre pays s'en est sorti sain et sauf. Vous savez que la République de Guinée est un État qui a lutté pour son indépendance, sa dignité. Et nous rendons grâce aujourd'hui au père fondateur et à tous ses compagnons, le camarade Ahmed Sékou Touré. Bien. On va continuer le débat avec notre invité, il faut le rappeler, je le rappelais, M. Aboubacar Bigop Kaba, responsable de la communication digitale du parti PADES. On va parler de cette plainte que votre patron a portée contre Aluseni Makane Akake. Ça fait du bruit en Guinée, partout où vous passez dans les médias, sur les réseaux sociaux, on ne comprend pas. C'est pourquoi on vous a invité ce matin pour comprendre un peu ce qui se passe entre ces deux amis. Parce que je me rappelle, ils étaient tous avec le professeur Alpha Condé. Moi, ça me fait rire quand j'entends ça. J'étais moi non plus. Ils étaient tous avec le professeur Alpha Condé au début. Merci pour la question. Écoutez, la précision, elle est importante. C'est le docteur Kaba qui porte sa plainte contre M. Kake. C'est l'université Kofi Annan de Guinée qui porte plainte contre M. Aluseni Makane Akake pour diffamation. Souvenez-vous qu'en mois de juin dernier, M. Kake, qui est d'ailleurs un oncle, est passé dans plusieurs stations du pays pour tenir des propos diffamatoires à l'encontre d'une institution. Et cette institution s'est vue dans le besoin de porter plainte pour qu'il apporte la preuve de ces allégations. Dites-nous, qu'est-ce qu'il a réellement dit, Makanera? Makanera est passé dans vos confrères de Goma. Il a dit que l'université a signé un contrat de 330 milliards avec le professeur Alpha Condé, chose qui n'est pas vraie. L'université s'est vue diffamée, calomniée, et c'est dans son droit de porter plainte à 330 milliards de nos francs. Parce que souvenez-vous que c'était un... Pourquoi faire? L'université recevait des bourses d'État. Peut-être que c'est dans ce cadre qu'il parlait, alors que c'est un système. Et pourquoi spécifiquement le cap est toujours mis sur l'université Kofi Annan de Guinée? Peut-être que les autorités de cette institution ont vu de l'acharnement, parce que c'est 30 universités privées qui recevaient ces bourses de l'État. Mais pourquoi chaque fois qu'on parle des universités... Oui, mais ça revient, hein, c'est pas seulement... On ne parle pas de Mercure, on ne parle pas d'autres universités. On parle souvent des... Pourquoi spécifiquement de Kofi Annan? C'est cette question que nous nous posons. Nous pensons que c'est de l'acharnement, parce que le fondateur est un homme politique. On veut l'abattre, on veut chercher à l'atteindre par rapport à cela, alors que l'institution Kofi Annan de Guinée est une institution qui a formé plus de 25 000 Africains, Guinéens et Africains aujourd'hui. Lorsqu'on s'attaque à l'honorabilité de cette institution, on s'attaque à ces 25 000 cadres qui sont dans différents secteurs de notre pays aujourd'hui. Et l'université a le droit de laver son honneur. Parce que ce n'est pas de la politique, ça, sincèrement. Je précisais même aujourd'hui que lui-même, Makanera, qui tient ses propos diffamatoires, a sa fille qui a étudié gratuitement dans cette institution. Vous voyez que ce n'est pas honnête dans ce pays. Gratuitement? Gratuitement, je précise. Je connais sa fille. C'est un oncle, hein? J'ai étudié dans cette université. Et personnellement, lorsque je vois cette université attaquée, je me vois attaqué parce que c'est mon institution. Il faut mettre les personnes. Vous avez été formé là-bas. C'est pas une plainte que Dr Kaba porte contre Makanera, mais c'est l'université Kofi Annan de Guinée. D'accord, merci pour cette précision. Et cette précision est importante. Où en est-on aujourd'hui avec cette plainte? La dernière information, M. Makanera va comparaître le 30 de ce mois. Le 30 novembre. Le 30 novembre. La semaine prochaine. Exactement, pour apporter les preuves de ces allégations. Bien. C'est quand même... Mais je ne comprends pas. Quelle est l'importance de M. Makanera d'apporter tout ça sur l'université Kofi Annan? Peut-être devant les juges... Sur quoi il se base tout simplement pour puisque vous le dites, pour sortir ces allégations-là? Sur quoi il se base?
pour faire ces allégations. Je ne suis pas dans sa tête, peut-être qu'il a ses raisons de le faire, mais comme nous sommes dans un état de droit, lorsque une personne ou une institution se sent dans le besoin de la justice, a le droit de réclamer la justice. Je pense que Makanela ne peut pas aussi parler dans le vide comme ça. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Peut-être qu'il a les preuves de ses allégations. Même pas avec M. Makanela. Souvent, quand vous écoutez les médias, vous partez sur les réseaux sociaux, dès qu'on parle de Dr Ousmane Kaba, souvent cette histoire des étudiants fictifs revient toujours. En effet, vous parlez de Kofi Annan. Il vient toujours. Est-ce que non seulement la justice est intéressée de cette affaire, est-ce que cette affaire est tirée au clair depuis le début en tout cas de cette histoire dans les médias? Est-ce que les autorités se sont intéressées? Ou l'université a fait des sorties pour apporter des précisions? Si vous permettez, je voudrais apporter encore une précision. Et revenir en arrière par rapport à cette situation. C'est important. Vous savez, le problème des fictifs a été une fabrication politique par le régime déchu en son temps. Et quand vous faites une étude, ou bien vous faites, comment on appelle ça, un audit, c'est que vous auditez, après vous leur présentez le résultat de leur audit pour qu'ils se prononcent là-dessus. Lorsque c'était au temps du ministre Ablaye Yeroba, il a commandité... Yerobalde, je m'excuse, il a commandité une étude par rapport aux étudiants que l'État envoyait dans les universités privées. Je précise, c'était pas Kofi Annan seulement, c'était les universités privées. Mais comme vous savez que Kofi Annan est la plus grande institution privée du dans les 30 ans d'université. De la sous-région d'ailleurs. Et à l'époque, son fondateur était engagé dans la bataille politique. On a voulu retourner la cible contre sa personne. Donc, en clair, c'était une façon de le descendre politiquement. C'était des cabales politiques, mais nous sommes habitués à ça. C'est trop facile ça. C'est pas facile, c'est la réalité. Je vous donne. Allez-y, allez-y. Chaque année, l'État décidait d'envoyer, je peux prendre un exemple, ils envoient 1000 étudiants dans les universités privées comme boursiers. Et ces étudiants avaient le libre choix d'aller s'inscrire dans les institutions, dans les 30 universités privées de leur choix. Après les inscriptions, il y a une exception du ministère de l'enseignement supérieur qui passe dans ces institutions d'enseignement supérieur pour compter l'effectivité des étudiants inscrits dans les universités en question. Parce qu'il y a un quota. Exactement. Un quota respectif. En fonction de cela, il y a un contrat qui est fait et qui est soumis à l'appréciation des fondateurs. Et c'est ce contrat qui est payé. Quand on parle des fictifs, ça ne peut nullement exister dans les institutions d'enseignement privées. S'il y a des fictifs, c'est peut-être au département ou ceux qui ont fait le contrat. Il faut rappeler qu'il y a aussi des étudiants qui sont dans des universités privées, mais c'est des parents qui payent pour eux. Absolument. On ne peut pas parler de fictif. Absolument pas du tout. Absolument. Le fictif, c'est les boursiers que l'État a envoyés. Et les bourses ont commencé en 2006. C'est le feu président général Lansana Conté qui a octroyé ces bourses parce que ça sent que les universités publiques n'avaient pas de place pour absorber la demande des étudiants. On a envoyé quelques nombres aux institutions d'enseignement supérieur privées pour que ces Guinéens aussi reçoivent de l'éducation, chose qui est normale. Alors que l'État payait, au lieu que les parents d'élèves payent les frais de la scolarité, l'État paye à leur place. C'est ce qu'on appelait les bourses d'études. Ça a existé 10 ans, de 2006 à 2016. Et quand le professeur Alpha Condé est venu en 2016, il a mis fin à ces bourses. Et je vous rappelle les chiffres, les bourses, en son temps, l'université Kofi Annan recevait entre 1000 et 1300 étudiants. Mais aujourd'hui, l'effectif, chaque année, à l'instant où je parle, l'université Kofi Annan de Guinée a un effectif de 3000 étudiants cette année inscrits. Ça veut dire que ce n'est pas une question liée aux bourses. Soit l'État paye, soit les parents d'élèves payent, les universités vont fonctionner. Ça n'a aucun rapport. Mais lorsque on s'acharne contre... Je n'ai vu ça nulle part dans un pays, si ce n'est pas la Guinée, où des gens qui prennent leur temps à donner de l'éducation à la jeunesse guinéenne, à la jeunesse africaine, on s'en prend quotidiennement et sur le plan politique, c'est pas d'éthique, c'est pas éthique et c'est pas honnête. On doit mettre fin à cela à notre pays. C'est des messieurs qui méritent d'être décorés au lieu de les abattre ou de les chercher à leur ternir leur image. Nous ne l'accepterons pas et je pense que l'université a déjà compris. Et Makanela ira reprendre la plainte de l'université, pas la plainte de le 32 ce mois. Exactement. 10 ans passés de 43 minutes. Notre invité de parcours, M. Aboubakar Bigop Kaba, responsable de la communication digitale du parti PADES. Allez-y. Ça, c'est compréhensible. On va suivre de près ce qui va se passer le 30. Parlons, parce que récemment, avant le voyage de votre patron aux États-Unis, si je ne me trompe pas, il était à l'intérieur du pays pour une tournée. Dites-nous qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on n'a pas vu une mobilisation
lors des passages du docteur Ousmane Kaba dans les différentes villes de la Guinée, à l'intérieur du pays. Merci pour la question une fois encore. Écoutez, c'était une prise de contact. Aller voir les différentes localités, aller voir les responsables du parti, discuter avec eux sur la situation qui prévaut dans le pays. Nous n'étions pas en campagne pour mobiliser. On partait rencontre parce que vous ne pouvez pas... Mais il y a des adversaires qui publiaient des photos qui disaient que vous n'êtes pas capable de mobiliser. Mais si la mobilisation se faisait rare maintenant. Se faisait rare, docteur Padès. Si l'objectif de la mission n'était pas de mobiliser, je pense que cela nous fait une froid. Je vous regarde dans les yeux. Est-ce qu'il y a eu beaucoup plus de monde comme avant? Je précise encore que l'objectif de la mission, c'était d'aller rencontrer les notables, les sages, les jeunes. Parce que lorsqu'on rentrait dans une localité, quand vous rencontrez le souti, vous rencontrez le représentant de la jeunesse, le représentant de la femme, l'objectif de notre mission, c'était de ça. Porter les messages et en contrepartie, recueillir leurs préoccupations et mettre notre projet de société en jeu. Est-ce qu'il a eu à rencontrer les militants et sympathisants du parti PADES? Mais c'est normal, je vais vous faire une révélation. Aujourd'hui, je défie n'importe quel parti sur le territoire guinéen. Le parti le mieux installé aujourd'hui, le mieux implanté est le PADES. Kaba. Absolument. Kaba. Vous savez, pendant ce temps... La barre est là, hein? Oui, je sais. Et ce que j'ai dit, je peux vous apporter des preuves. Notre tournée a coïncidé les 4 régions de la Guinée. Nous avons fait les 33 préfectures, les 303 sous-préfectures de notre pays. Et partout où nous sommes allés, s'il n'y avait pas un bureau de PADES, on a profité pour installer un bureau. Et il y a des localités où nous sommes allés, ceux qui ont même géré le pays, ne sont jamais y allés pour une fois. Bien. Vous savez, un parti politique, c'est la représentation. Nous sommes aujourd'hui représentés sur l'ensemble du pays et c'est une fierté pour nous. Ça veut dire qu'en cas d'élection, le parti PADES est prêt? Absolument. Et nous nous battons pour ça parce que c'est notre vocation. D'ailleurs, un parti politique est créé pour conquérir le pouvoir. Et vous ne pouvez conquérir le pouvoir que lorsqu'il y a des élections. Parce que nous n'avons pas d'armée pour prendre le pouvoir. Bien. On a bien compris. Ça, vous n'avez pas d'armes pour prendre le Ils n'ont pas d'armée. Ils n'ont pas d'armée. Vous n'avez pas d'armée pour prendre... Ça, c'est une balle perdue. D'accord, pour prendre le pouvoir. Mais aujourd'hui, l'Assemblée générale hebdomadaire du parti, on a vu un moment, elle s'est arrêtée. Ben, la semaine passée, vous avez repris l'Assemblée. Pourquoi? Quelle était la raison? Quelle était la raison? Vous savez, dans toute activité... Est-ce que c'était dû à l'absence du président? J'ai dit, vous savez, dans toute activité ou dans tout travail, il y a les moments de congé, de vacances. Et nous profitons aussi de ces moments. Le parti était en congé? Absolument. Quand on a quitté les tournées, il était nécessaire parce que c'était vraiment épuisant. Parce qu'à Conakry, ici, on pense que la vie, c'est belle, mais si vous allez à la rencontre des vrais Guinéens, vous vous rendez compte qu'il y a des localités encore qui n'ont pas d'eau potable. Vous vous rendez encore qu'il y a des localités où seulement 10 km, vous pouvez passer 2 heures de temps dans les véhicules avant d'arriver. Vous vous rendez compte qu'on a encore du chemin à le faire. Bien. Après ces heures de péripéties, vous avez le droit de reposer, on était au repos et les activités ont repris. Quand on dit les ça a pris combien de temps? Ça a pris 2 mois, c'est normal. Bien. Ces Guinéens-là, ces Guinéens que vous avez rencontrés à l'intérieur du pays, vous ont dit quoi concrètement? Quelle est leur préoccupation? Vous savez, les Guinéens ont les mêmes problèmes. Les Guinéens veulent vivre décemment dans leur pays. Les Guinéens ont besoin des infrastructures. Les Guinéens ont besoin de routes. Les Guinéens ont besoin de l'électricité, ont besoin de l'eau. Et ces 3 besoins fondamentaux, tant que ce n'est pas dans un pays, ne rêvez même pas de parler de développement dans un pays. Parce qu'on parle de ça, c'est le sous-passement de l'économie. On parle des infrastructures, ceux qui sont au-dessus de l'infrastructure pour prendre la machine économique. Et dans notre pays aujourd'hui, force est de constater qu'il y a un besoin crucial de routes, d'eau, d'électricité. Après 60 années d'indépendance, je rappelle chaque fois que le seul problème de ce pays encore, c'est le problème économique. Les pères fondateurs de notre pays nous ont donné la liberté. Nous sommes un pays libre. Les Guinéens ont besoin d'économie pour vivre. Et qui de mieux pour donner cela aux Guinéens qu'un docteur d'État en économie? Qui a quand même été ministre. Vous savez, être ministre et être président de la République font deux. Quand on peut être ministre et faire son travail. Oui, marquer son temps. En son temps, il a fait son travail, il a marqué son temps. Les preuves en existent encore et c'est palpable. C'est vu au-dessus de tout le monde. Notre invité, Abouakar Bigop Kaba, il faut le rappeler, c'est une grande gueule. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Hein. Il est avec nous ce matin jusqu'au port de 11h30. À 11h15, on vous donne la parole pour interagir à nos sujets, pour poser vos questions à notre invité et interagir aussi au sujet que nous débattons tous les matins dans cette émission sur
le numéro 657 96 83 95 664 01 29 39. On va poursuivre notre interview, Mamadou Ba. Aujourd'hui, quelle est la relation entre le parti PADES et le CNRD au pouvoir? Au début de la transition, beaucoup disaient que vous êtes comment je peux dire ça, les accompagnateurs du CNRD, vous êtes d'accord, vous êtes dans l'esprit du CNRD. Tout ce qu'ils font, c'est... Aujourd'hui, quelle est la relation entre CNRD et parti PADES? Vous savez, nous, au PADES, nous avons une vocation. Notre vocation est le bien-être de nos concitoyens. Bien. Nous ne sommes pas en politique pour des querelles personnelles. Nous ne sommes pas en politique pour des humeurs individuelles. Lorsqu'il y a des actions qui sont posées, quand ça va dans le bon sens, nous apprécions. Lorsque ça manque, nous sortons pour apporter des précisions et demander que ça s'améliore. C'est ça un parti politique. Ce n'est pas d'inscrire dans la critique négative seulement. Nous ne sommes pas dans ça. Il faut critiquer et proposer des solutions. Ceux qui pensent que nous étions, ou bien nous sommes dans l'esprit du CNRD, peut-être c'est leur appréciation. Et nous ne sommes pas contre cela. Parce que, vous savez, moi, je suis de genre à dire que la liberté d'opinion est sacrée. Il faut donner la liberté aux gens de penser ce qu'ils ont dans la tête. Mais penser que votre opinion est une réalité, c'est dérisoire. Exactement. Bien. Donc, si je comprends très bien, la relation entre PADES et le CNRD est bonne. C'est pas une question de relation entre PADES et CNRD. Il n'y a pas de petite rencontre dans les coulisses. Le CNRD, il n'y a pas de petite Kaba. Le CNRD, Kaba, il n'y a pas une petite rencontre entre... Le problème, c'est que j'ai même pas encore répondu. Mais il a posé une question que je n'ai pas encore répondu ici. Il parle de relations entre le PADES et le CNRD. J'ai dit, le CNRD pour nous n'est pas un parti politique. Bien. Nous sommes dans l'optique d'accompagner la transition pour que nous ayons une transition apaisée et réussie. En faisant quoi? Si c'est là qu'on pense qu'être dans l'esprit du CNRD, nous l'acceptons. Vous accompagnez la transition en faisant quoi? En proposant des solutions, en participant au débat, pour que l'issue de cette transition soit apaisée pour notre pays. Avant la question de Mamadou Ba, qu'est-ce que vous avez proposé comme solution, comme piste de solution pour cette sortie de crise? Non, vous savez, il y a eu des dialogues. Nous avons fait des mémorandums que nous avons soumis aux autorités. Et ces mémorandums ont été pris en compte. Bien. Concernant le délai de la transition, nous nous sommes prononcés pour 24 mois. Et je pense que cela aussi a été accepté. Bien. Parce que nous pensons que la transition avec, aussi, bien évidemment, la transition aussi a un rôle souvent que les politiques ne jouent pas. Vous savez, si quelque chose nous taraude l'esprit aujourd'hui, c'est la façon de conduite la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite dans notre pays. Vous savez, les militaires sont mieux placés dans un pays qui est totalement corrompu et politisé de faire... Mais beaucoup s'interrogent aujourd'hui sur la manière dont cette lutte est en train de mener. Je suis d'accord. Personnellement, je m'interroge sur la manière. Est-ce que ceux qui sont en train de lutter contre la corruption aujourd'hui n'ont pas des intérêts ailleurs? Est-ce que c'est vraiment leur vocation de lutter contre la corruption? Ou est-ce que c'est pas un semblant de lutte? Il ne faut pas qu'il y ait un semblant de lutte. L'objectif doit être de lutter contre la corruption et moraliser la vie publique. Ça nous permettra d'évoluer. Mais quand vous pensez que vous pouvez garder les gens en prison définitivement pendant 6 mois, 7 mois, sans apporter la preuve de ce que vous les rapprochez, de leur culpabilité, vous biaisez votre lutte. Et c'est aujourd'hui une réalité. Moi-même, je pense qu'il y a beaucoup qui sont à côté du président de la transition qui ne veulent pas que cette lutte aboutisse. D'autres sont derrière le rideau. Absolument, et c'est ce qui est dommage, parce que si cette lutte aboutit, c'est pour le bien de notre pays. Donc, je disais tout à l'heure, est-ce que, parce qu'on sait ce qui se passe ici, le professeur Alpha Condé, il aimait souvent dire, ceux qui me critiquent dans les médias pendant toute la journée, la nuit, ils sont dans les fleurs de Sékou Touré. Et pendant cette transition également, ça se passe bien parce que nous recevons des infos comme quoi certaines formations politiques court pendant la nuit pour aller chercher des audiences auprès du président de la transition. Est-ce que c'est le cas du PADES? Est-ce qu'un parti politique a besoin de courir les nuits pour chercher d'audience? Mais bien sûr, parce qu'on sait... Kaba, ben quand même... Ça se passe. Kaba, ben ça se passe. Répondez à la question. Je réponds à la question. Est-ce que c'est le cas du PADES? J'ai dit, est-ce qu'un parti politique... Non, on ne peut pas répondre à une question par une question. Non, Kaba, quand même... Quand un parti qui est une institution légale et constituée dans un pays
a besoin de rencontrer les autorités, vous écrivez officiellement aux autorités pour les rencontrer. Vous n'avez pas besoin de courir la nuit pour aller les rencontrer. Est-ce que c'est le cas du PADES? Mais nous ne sommes pas intéressés par ça. Pourquoi nous courons la nuit pour aller les rencontrer? Bien. Nous disons ce que nous pensons. Si nous pensons qu'il est nécessaire de le rencontrer, nous avons écrit officiellement pour le rencontrer. Mais oui, bien sûr, il y a des acteurs politiques qui cherchent à parler des acteurs politiques. Non, il y a des acteurs politiques. Je ne vis pas cette réalité. Je n'affirmerai pas. Je ne vis pas cette réalité. Si ces acteurs politiques décident de faire ainsi, c'est leur choix et je respecte. D'accord, il y a des acteurs politiques. Mais en ce qui nous concerne au PADES, nous ne sommes pas intéressés par ça. D'accord. Nous sommes légalisés. Vous n'avez pas écrit officiellement aussi au président pour une rencontre avec... Parce que nous pensons que ce n'est pas encore opportun. C'est pas encore opportun. Nous le ferons. D'accord. Revenons toujours sur la conduite de la transition. Aujourd'hui, beaucoup de Guinéens s'interrogent sur la visibilité de la transition. Beaucoup disent que, sincèrement, il n'y a pas aujourd'hui la volonté pour les autorités de quitter au pouvoir à la date prévue. Aujourd'hui, est-ce que PADES pense ainsi? Parce que vu que... Vous imaginez que nous pensons qu'il y a un délai qui a été conclu avec la CEDEAO. C'est 24 mois. 24 mois. Nous ne sommes pas aussi pessimistes que certains. C'est normal de se poser la question. Mais nous attendons encore à la fin de ce délai pour voir est-ce qu'ils ont encore la volonté de quitter le pouvoir ou pas. Peut-être moi je vais reformuler la question. Les 10 étapes clés de la transition, selon vous, selon le PADES, qu'est-ce qui est réellement fait et qu'est-ce qui reste à faire? Vous pensez que le PADES est composé des Guinéens qui ont aussi leur opinion, que nous respectons. Et personnellement, quand vous me demandez aujourd'hui les 10 étapes de la transition, qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui reste à faire selon vous? Je me pose personnellement la question encore, parmi ces 10 étapes, qu'est-ce qui a encore été fait? Bien. Personnellement. Est-ce que cela ne vous fait pas peur? Bon, je pense qu'on assiste à un glissement de calendrier. Je pense que si la volonté y est, comme le colonel a passé, vous savez, un soldat, c'est sa parole d'honneur. Le colonel est militaire, le soldat, il a donné sa parole d'honneur et nous avons écouté son porte-parole, le porte-parole du gouvernement, qui nous a affirmé que le colonel a décidé de ne pas faire un jour de plus au-delà de ces délais, de ces 24 mois. Nous, c'est ce que nous faisons. Ce n'est pas une parole d'évangile quand même, Kaba. Je n'ai pas dit que c'est une parole évangile, je n'ai pas la prétention de le dire. Ce que je dis, quand on est soldat, on a sa parole d'honneur et quand on donne sa parole d'honneur... Vous avez participé... Kaba, il fait de la langue de bois là. Vous avez participé au cadre de dialogue. Aujourd'hui, les résultats de ces cadres de dialogue ont été remis au président de la transition. Il y a un comité technique qui a été installé pour suivre l'application de ces recommandations. Où on en est avec l'application de ces résolutions? Je pense aujourd'hui qu'il y a un comité de vulgarisation de ces 35 recommandations qui est en train d'échelonner le pays. Peut-être que vous n'avez pas les informations. Nous les suivons et nous pensons que ce qu'ils disent est officiel. Mais à titre personnel, je n'ai pas encore vu les 10 points de la transition. Un seul point encore qui a été satisfait. Bien. Et ça, d'où la question de Dean. Est-ce que cela ne vous pousserait pas à vous poser la question je vous dis que sur la durée de la transition? Nous sommes optimistes de nature. Nous pensons que nous avons un contrat de 24 mois. On demande combien de milliards? C'est un optimisme aveugle, Kaba. C'est un optimisme aveugle. Mais nous sommes très bien réveillés. Réveillez-vous, Kaba. Nous sommes en 2023. Nous sommes très bien réveillés. Nous sommes en 2023. Et nous sommes le 22 novembre 2023. Bien sûr, nous le savons. Nous sommes optimistes de nature. Il y a le recensement général de la population qui est prononcé d'ailleurs, qui est programmé d'ailleurs. Parce que nous avons suivi la déclaration récemment de la ministre. Exactement. Sur l'ensemble du territoire, vous savez, il y a des parties sur notre territoire difficiles d'accéder à ces zones-là. Jusqu'à présent, on n'a pas commencé réellement le travail. Vous savez que l'État a ses représentations dans toutes ces localités. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Le montant demandé. Oui, le montant demandé. Ça, c'est pas un problème. Oui, mais c'est un problème. Le seul problème est que nous ayons la volonté. Bien. Et cette volonté... La volonté sans argent, comment nous allons faire? Non, mais vous savez que l'argent, ça se quitte pas du ciel. 6 000 milliards de francs guinéens, 600 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent, mais pour un État, c'est pas aussi de l'argent. Sincèrement, la Guinée, non, oui, absolument. Là-bas. Absolument. Bien. C'est 6 milliards de dollars. 6 000 milliards. 6 000 milliards de francs guinéens. C'est beaucoup d'argent. 600 millions de dollars. Mais c'est pas de l'argent, ça, pour un État. Un État comme la Guinée, c'est pas de l'argent. Il suffit juste qu'il y ait la volonté et que les autorités soient sincères dans leur démarche. Nous trouverons les moyens pour ça. Vous-même, vous venez de le dire. Vous avez dit que ce que vous voyez sur le terrain, les 10 étapes clés, rien n'a bougé.
Est-ce que cela ne vous inquiète pas? pas? Ça, c'est moi ma perception. Peut-être que je n'ai pas les informations comme les autorités. Beaucoup de Guinéens le perçoivent aussi comme ça. Et maintenant, il revient aux autorités de communiquer. Parce que quand la population demande quelque chose, vous gouvernez au nom d'un État, au nom d'une population. On parle de l'AVEC, mais ça ne communique pas là-dessus, hein, franchement. Et ce manque de communication est un défaut criard pour nos autorités. Il faut communiquer, parce que chaque fois que le doute s'installe, il y a la confusion. Il faut que le ministre de l'administration du territoire, Mody Condé, se bouge dans ce sens. Exactement, il doit bouger. Parce que ça ne va pas du tout. Il doit bouger pour donner la bonne information à la population. C'est tout ce que nous leur demandons. Nous sommes optimistes, nous pensons que le colonel tiendra parole. Et à l'issue des 24 mois, nous aurons des élections libres et transparentes. Que le PADES conclura. Vous avez confiance que cette transition va se terminer le 31 décembre 2024? Jusqu'à preuve du contraire, nous y croyons. Oui. On n'a même pas de nouvelle constitution. On n'a même pas de constitution. Jusqu'à preuve du contraire. Kaba, soyez réaliste. Soyez réaliste. Il nous reste 13 mois. Est-ce qu'on peut écrire une nouvelle constitution dans les 13 mois là et organiser les élections avant le 31 décembre 2024? On peut écrire une nouvelle constitution même en un mois. Ça suffit juste d'avoir la volonté. On nous a donné quand même des chiffres pour la somme pour tout simplement c'est cette constitution. 490 milliards de francs guinéens. C'est énorme ça. De l'argent, mais c'est qu'il a élaboré, peut-être qu'ils ont élaboré avec des faits. Parce que vous savez, moi, c'est que. Est-ce que ce montant n'est pas. Moi, tout ce que j'aurai dans ma vie, c'est de me prononcer sur une situation que je ne peux pas avoir sous ma main. Quand c'est comme ça, j'ai les réserves. Vous êtes un acteur pour le moment, politique. je n'ai pas participé à l'élaboration de ce budget. Je ne sais pas ce budget est fondé sur quoi. Comme ils l'ont élaboré, c'est des experts pour moi. Je suppose que c'est des experts. Est-ce que ce n'est pas une manière de faire glisser le calendrier de la transition, dire qu'on n'a pas eu le montant pour organiser des élections? Est-ce que ça ne sera pas un argument? Pourquoi nous pensons toujours ce qui est négatif? Pourquoi ne pas penser? Pourquoi ne pas aussi penser que c'est une volonté? Pourquoi ne pas aussi penser que c'est une volonté d'avoir une nouvelle constitution digne et représentative de notre pays? Je peux? Oui, vous pouvez, monsieur. Bien. Le train qui arrive à l'heure de cet espace-là, le train qui n'arrive pas à l'heure, c'est à ce train-là. Vous devez vous intéresser aussi au train qui arrive à l'heure pour que ce train puisse copier ce qui arrive à l'heure. C'est très important. Bien, merci pour la réponse. C'est pas possible. Notre invité ce matin, il faut le rappeler, Abaka Big Up Kaba, il faut le rappeler, le patron de la communication digitale du parti PADES. Je pense qu'on a une réaction très rapidement. Bonjour mes frères. Et un bonjour spécial à votre invité, M. Kaba. Le pays est très fier de votre président, mais ce qui reste clair, il faut tout simplement continuer à construire les écoles et former les cadres, mais Sékou Touré là, il n'y a pas de problème, est très loin de votre président. Merci. Wassalam. C'est Medbi qui réagit ce matin. Votre avis? Vous savez, je vous dis toujours que moi je respecte l'opinion des gens. Sékou Touré est loin pour le président. D'abord, ce qu'il dit, c'est ça. Mais continue à construire les écoles quand même. Je respecte son opinion. Pour former les cadres. Je respecte son opinion. D'abord, en tant que croyant, moi je pense que le pouvoir c'est divin. Bien. Et c'est Dieu qui décide à qui va donner le pouvoir. Nous y travaillons, nous montrons la volonté au peuple de Guinée que nous, quand on confie les destinées de ce pays à Dr Ousmane Kaba, qui pourrait radicalement changer les dons, et c'est cela nous travaillons. Le reste, nous laissons la charge au peuple de Guinée de choisir ses dirigeants. Bien, dans moins de 14 minutes, on vous donne la parole pour poser vos questions à notre invité. 657 96 83 95 664 01 29 69. On continue le débat, on va. Parce que, je sais pas, je n'ai pas entendu le PADES s'exprimer sur le cas d'évasion. Est-ce qu'ils se sont exprimés sur ce sujet-là? Je pense pas. Allez-y d'abord sur ça, après on va continuer. Absolument. L'évasion des Congolais, comme l'a dit le ministre Alphonse Charles-Rouet. Beaucoup s'interrogent aujourd'hui sur la sécurité du pays. Absolument, je pense que c'est nécessaire même que beaucoup se posent sur la question de la sécurité même du pays. Exactement, parce que ceux qui sont... On parle de terrorisme aussi de l'autre côté. Bon, restons dans un cadre précis. Bien, on va parler de deux cadres, c'est important, puisqu'on parle de sécurité. Parlons d'évasion à la maison centrale. Oui. De tentatives, d'autres parlent d'exfiltration. Parce que beaucoup de... Parce que quand il y a trop de mots là, ça nous panique. Vous allez vous perdre. Allez-y, on va parler d'évasion. Moi, cette situation du 4 novembre, je l'ai déplorée. Ça met nuit le système de renseignement militaire et civil de notre pays, parce que c'est inadmissible et inconcevable que les groupuscules de personnes peuvent se regrouper, s'enarmer, et avoir les moyens logistiques de telle façon et venir s'attaquer une maison d'arrêt au cœur de la ville et exfiltrer des personnes qui sont pour des crimes qu'on peut même appeler des crimes contre l'humanité. C'est inquiétant. Sincèrement. Vous avez vu des images, hein?
Absolument. On est venu trouver le garde. Il était seul devant la maison centrale. Et vous voyez la facilité. Venir le retirer, c'est la facilité. Son fusil. Incroyable. C'est incroyable. Et nous pensons que les autorités de renforcer la sécurité et de mettre la population à l'abri de ces actes d'insécurité. Sincèrement. Mais quand on voit les images, en voyant ces images-là, est-ce que vous ne vous interrogez pas que c'est une affaire qui est assez profonde? Il y a beaucoup de complicité dans l'air. Vous savez, nous écoutons, nous voulons avoir aussi les avis des experts dans ce domaine, en criminologie et tout, pour nous permettre de nous édifier. On peut se donner des idées en tant que profane, parce que quand vous voyez ces vidéos, c'est lamentable. Ils ont pris tout leur temps. Donc je me demande, comment on peut aussi, avec cette facilité, faire une telle opération et s'en en sortir, indemne. Ça veut dire que personne n'est à l'abri. Ce qui fait peur dans tout ça, c'est que on a permis à ceux qui s'étaient évadés, pour un premier temps, de sortir complètement. Et le commandant encore revenu au niveau de Donka, face aux forces spéciales, ça a chauffé de ce côté parce que quand on a vu les images, on était tout simplement dépassés. Absolument, on a même vu les forces spéciales repliées. Remplis de pick-up, ils ont fui. On dit que c'est en face de 5 commandos, c'est pas 4 commandos. On dit que c'est une repli tactique, comme je suis pas militaire. Ils ont l'air terme. C'est trop facile ça. Je dis, on le dit. Repli tactique, ils ont fui, ils ne sont plus revenus. Je ne suis pas militaire, et ce qui est dommage, il y a toujours un des détenus qui se trouve en cavale. Et c'est dommage, l'État ne... Et non les moindres, il faut le rappeler. Exactement, qui est impliqué dans les procès du 28 septembre. Ça remet même en cause, ça remonte la peur des victimes et la crédibilité même de ce procès qui est suivi aujourd'hui au-delà de nos frontières. La présidente de la VIPA l'a dit, qu'ils ne sont pas en sécurité. Mais il va falloir que l'État se bouge dans ce sens. Elle ne peut pas être en sécurité avec cette situation et qui revient au l'État, qui est d'abord un de ses rôles régaliens, la protection des citoyens et leurs biens. Exactement. Nous avons déploré cette situation sincèrement. D'accord. Revenons dans la politique, parce qu'on sait que quand on parle du PADES, on parle forcément de votre bastion qui est la Haute-Guinée. On sait que c'est un endroit très discuté entre vous, le RPG Arc-en-Ciel, le parti de Sia Kabari, et le parti de M. Lansana Kouyaté. Mais quand on écoute les RPGistes, ils vous diront que PADES, lui ne représente absolument rien. PADES ne pèse pas lourd. PADES ne pèse pas lourd. Vous parlez des adversaires, c'est normal. Nous sommes en politique, ils ne vont pas nous donner des fleurs quand même. Avant la chute d'Alpha Condé, ils étaient, on va dire comme ça, majoritaires là-bas. C'est leur droit. Vous savez, nous pensons que la Guinée était notre bastion. Nous n'avons pas une zone spécifique pour dire que c'est cette zone qui est notre bastion. Je vous rappelle que les élections communales PADES a eu beaucoup plus de conseillers en Basse-Côte et en forêt qu'en Haute-Guinée. Ce n'est pas une question de bastion. Vous savez, en politique, la politique est dynamique. Ceux qui pensent qu'elle est statique se trompent. Nous faisons le travail de terrain qui va apporter ses fruits. Et c'est cela qui compte. Nous ne sommes pas assis tout. À chaque instant, nous avons des missionnaires. Le président lui-même se déplace tout le temps pour aller à la rencontre de ses militants, ses concitoyens, parler, discuter, prendre leurs préoccupations. Moi, je vous dis que nous sommes allés dans les endroits où même un sous-préfet n'est pas encore y allé. Vous pensez que ça c'est fortuit? C'est ça, la politique, c'est pas rester dans les bureaux climatisés à Conakry, aller sur le terrain, rencontrer la population. Et quand vous êtes y allé, est-ce que vous avez fait quelque chose pour ces populations-là? Est-ce que vous avez fait quelques activités? C'est pas, vous avez trouvé d'autres choses pour ces populations-là? Vous savez, c'est mon leader même qui aime le rappeler. L'État fait ce que les individus ou les particuliers ne peuvent pas faire. Et tous ces besoins que ces populations réclament ne sont pas à la portée d'un individu. Faire des routes, ce n'est pas un individu. Faire de l'électricité, ce n'est pas un individu. C'est l'État qui le fait. Et lorsque vous avez le pouvoir, vous pouvez le faire pour satisfaire les besoins de vos populations. Et nous avons les qualités, nous avons les moyens, nous avons les relations, nous avons les ressources nécessaires pour le faire. Nous leur demandons de nous faire confiance dès lors que nous arrivons à la magistrature suprême de ce pays. Monsieur Kaba, donc ça veut dire que pour l'instant,
vous n'avez rien fait pour ces populations-là. Mais notre vocation, nous n'avons même pas ces moyens pour le faire. C'est ça le problème. D'autres partis l'ont fait, et qui ne sont pas à la présidence. Je n'ai pas creusé quand même quelques forages. Est-ce que vous l'avez fait? C'est quelques forages, quand même, ça, c'est pas ça. Est-ce que vous avez fait des forages pour ces populations? Parce que vous l'avez dit ici, que vous avez rencontré des populations à l'intérieur du pays qui n'ont même pas d'eau potable, qui n'ont pas de quoi manger. Est-ce que vous avez fait quelque chose pour ces personnes-là? Vous savez faire des forages pour les populations. Ça, au moins, vous ne pouvez pas dire. Vous avez les moyens quand même de faire cela là-bas. Écoutez, le parti a les moyens de faire cela. Écoutez, s'il vous plaît. Faire des forages pour les populations. C'est juste des exemples. Et après, appeler tous les médias pour que ça. Non. Je comprends très bien. Ces actions. Arrêtez de jeter la pierre dans les ces actions de charité est la preuve, est l'incarnation du docteur Ousmane Kaba. Dans ces différentes localités, vous n'irez nulle part dans une localité où quelqu'un viendrait témoigner un bienfait de cet homme. Nous ne sommes pas en politique pour ça. Ça, pour nous, c'est éphémère. Les bases fondamentales pour nous en politique, c'est de donner les biens que la population a besoin et que les individus ne peuvent pas donner. Je vous le rappelle tout le temps, l'eau, l'électricité, les routes. Aucun citoyen, aucun individu ne peut donner une route à une localité. C'est pas possible. C'est l'État qui le fait. Nous nous battons pour ça. Donner des fourrages, nous le faisons matin, midi, soir. Mais nous n'avons pas besoin de faire ça sur les panneaux publicitaires. Non, on pose la question. Non, dans quelle localité vous avez fait? La question est simple, Kaba. Vous êtes journaliste? Moi, je dis que nous l'avons fait dans les différentes localités. Faites votre enquête. Dans quelle localité? Il n'y a pas une localité. Il n'y a pas une localité. Les 4 régions de la Guinée, il n'y a pas une localité où nous n'avons pas fait des dons, où nous n'avons pas fait des actions de charité. Mais nous, en le faisant, comme nous ne le faisons pas pour faire de la publicité, nous le faisons pour rendre service à la population et nous le faisons dans la plus grande discrétion. C'est pas pour ne rien que vous êtes responsable de la communication. Non, je communique sur les actions du parti. D'accord. Mais pour nous, ces actions que le président fait à ses concitoyens ne sont pas dans cet ordre. Contrairement aux autres qui pensent que ce sera dans la politique. Je me rappelle bien de ce communiqué du CNRD qui avait dit ici qu'ils n'ont pas besoin de mouvements de soutien. Ils ont fait 2 communiqués là-dessus pour dire qu'ils n'ont pas besoin. Mais aujourd'hui, on assiste à la naissance du esprit CNRD. Un mouvement qui existe, on assiste également à la naissance du temple du CNRD, qui est composé des anciens communicants du RPG Arc-en-Ciel. Ça, aujourd'hui, temple du CNRD, ça existe aujourd'hui. Est-ce que le CNRD ne tombe pas dans les erreurs du passé? Les Guinéens ne manquent pas d'imagination. Vous savez, je suis d'accord que lorsqu'ils ont fait ce communiqué pour interdire tout mouvement de soutien envers eux, nous l'avons applaudi parce que c'est la base de la démagogie dans notre pays. Et nous sommes en période de transition. Le soutien que les militaires ont besoin, c'est qu'on les encourage à ce qu'il y ait un retour dans l'ordre constitutionnel. Mais ce n'est pas dans le sens contraire où on pense que c'est eux qui vont être la solution. Ils ne seront jamais la solution au problème de ce pays. C'est une courte période. Tout ce que nous souhaitons, que cette courte période se passe dans la paix, la quiétude et de façon apaisée. Au-delà de ça, ceux qui le font, ils ont leurs intentions. Moi, je ne commande pas les intentions des individus, ils sont libres de faire. Oui, mais ils le font devant quand même les autorités qui ont pris la décision d'interdire. Et il revient aux autorités de prendre des sanctions parce que c'est eux qui l'ont dit. Moi, je ne suis pas autorité pour prendre. Vous êtes des acteurs politiques. Vous dites que vous apportez des mémos. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui d'écrire, juste d'écrire pour rappeler aux autorités, vous avez pris ces décisions, mais il y a des personnes qui sont en train de faire. Si vous n'êtes pas au courant, nous on vous met au courant. Le problème est qu'ils sont au courant. Et il revient de prendre des décisions. Ils le soutiennent même. Je n'ai pas cette preuve. Ce que je n'ai pas, je ne peux pas l'affirmer. D'abord, vous parlez de ce temple, je connais toutes ces personnes qui composent. Vous les connaissez? Des fois, quand vous regardez, vous tombez de nuit, il faut qu'on relève le niveau. C'est aussi ça la Guinée. Dans notre pays, c'est dommage. C'est aussi ça, Kaba. Et des fois, j'ai toujours dit ne soyez pas irrités. Le problème de ce pays, c'est aussi ça. Le problème de ce pays, c'est la jeunesse. Il faut que nous ayons des convictions. Comment la jeunesse? La jeunesse n'a pas de conviction. Nous fonctionnons à géométrie variable. Nous sommes au chômage, Kaba.
C'est le chômage qui pèse lourd dans la tête de certains jeunes. La Guinée n'est pas le seul pays où la jeunesse se trouve au chômage. Bon, mais ici, c'est le contraire. Et puis en politique, on rentre en politique par conviction. Chez nous, c'est pas ça. Chez nous, c'est pas ça, malheureusement. Chez beaucoup de personnes, c'est pas ça. C'est pour des intérêts. Nous devons nous battre que cela soit. Parce que c'est cela l'idéal. Et les autres, moi, je ne commande pas ça. Bien. C'est pas... C'est un faux débat. Absolument. D'accord. Peut-être ma dernière question avant le temps des auditeurs. Dans cette période transitoire, qu'est-ce que le PADES est en train de faire? Est-ce que vous organisez des séries de rencontres avec vos militants pour leur dire, en cas de démarrage des recensements, allez-y, vos rechanges. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui pour pousser? Parce que certains disent que les cartes sont distribuées, y compris moi. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour encourager les autres militants, les autres formations politiques pour venir vers vous avant les élections? Je pense que c'est la question fondamentale d'ailleurs. Et cette question est la bienvenue. Et ça vous fait rire, hein? Parce que c'est l'objectif. Vous aimez cette question? Absolument. C'est la quintessence de tout ce que nous faisons. Vous venez tout de suite de le rappeler. Je vous dis qu'on a sillonné les 33 préfectures de la Guinée. Les 303 sous-préfectures de ce pays, nous les avons fait. C'est pourquoi c'est pour véhiculer ces genres de messages. Et montrer à nos concitoyens, à nos militants, que lorsque vous voulez changer votre pays, votre voix compte. Et pour que votre voix compte, lorsqu'il y a des périodes de recensement, vous devez vous recenser et venir voter. Parce que c'est ce vote-là qui compte. C'est pas seulement être ici. Non. Lorsque vous envoyez ce genre de messages à vos concitoyens et qu'ils adoptent ce genre de messages, je pense que c'est le plus important et nous le faisons au quotidien. Même aujourd'hui, une mission de parti va quitter ici pour aller en Moyenne-Guinée et sillonner les différents partis que nous sommes partis et revoir ce qui a été fait et recenser les besoins pour venir. C'est ça l'objectif des partis politiques. C'est pas donner 2 millions, 10 millions, non, c'est pas ça. Le parti politique fait de la sensibilisation, la formation des militants et nous le faisons chaque jour. Le dynamisme du parti sur le terrain, c'est ce qui est important. C'est l'essence même de la force motrice de notre leader. Il aime ça. Notre leader n'est pas un bureaucrate, c'est un leader du terrain. Je vous vois venir là. Non. Je vous vois venir. Allez-y. Pourquoi quand je parle, vous dites que vous me voyez venir? Je dis ce que je sais, ce que je vis. C'est ce que je vis. Je ne peux pas dire autre chose que ça. Allez-y. Vous voulez m'envoyer dire des choses que je ne pense pas. Non, je ne le ferai pas. Vous n'allez pas manger votre piment dans ma bouche. Non, mais vous ne le ferez pas non plus également. Parce que ce que je dis, c'est ce que je vis. Mon leader n'est pas bureaucrate, c'est un leader du terrain. Et c'est cela la politique. La politique, c'est le terrain qui commande. Je rappelais tout de suite que ceux qui pensent que le PADES n'est pas représentatif, ceci, cela. On verra comme les élections sont en train d'arriver. La dernière question, les auditeurs sont là déjà. Cellou Dalein fête ses 16 ans à la tête de l'IFDG. Dr Ousmane Kaba, je ne sais, je ne sais pas, il a fait combien d'années à la tête de votre formation politique. Je ne connais pas le nombre d'années que Dr Kaba a fait. La première question, il a fait combien d'années? Et la deuxième, pour finir, à quand le congrès de votre formation politique? Est-ce que le parti PADES a été invité pour les 16 ans de Cellou? Le dernier congrès du PADES, c'était en 2020. Et le congrès à venir, je crois, c'est en 2025. On a encore du temps pour le faire. Ah, d'accord. En 2025. Absolument. Bien. Les 16 ans de Cellou Dalein à la tête de l'IFDG. Est-ce que vous avez été Est-ce que ce n'est pas au sein des formations politiques qu'on fabrique des dictateurs en Guinée? D'abord, moi j'aurais voulu qu'on parle de 16 ans ou le 20 ans de l'IFDG que de parler de 16 ans de son leader. Parce que un parti politique ne se résume pas qu'à un individu. Un parti politique, c'est une institution. Mais comme... Vous savez, j'aime le dire, je ne commande pas ce que font les autres. Est-ce que vous avez été invité? Bon, officiellement, je n'ai pas reçu de carte d'invitation, je n'ai pas vu aussi. Et l'autre question de Mamadouba, est-ce que combien d'années Dr Ousmane Kaba a fait à la tête de... Le PADES a été créé en 2016. 2016. Ben, on vous écoute. Mais oui, il ne va pas répondre à votre place. On est en 2023. Ça veut dire qu'il a fait 9 ans. Bien. C'est pas de l'éternité encore de Dr Ousmane qui va être 9 ans. Et on est démocrate. Absolument. Il y a pas de le congrès c'était en 2020, il a eu la confiance des militants et des responsables du parti pour diriger les destinées de ce parti encore. Bien.